Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alchimie littéraire. Je suis Angie, votre hôte, et aujourd'hui je vais vous parler de Dark and Dangerous Love. Par où commencer ? Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce bouquin que je ne sais pas par où commencer, comme je viens de le dire. Au moment où j'ai rédigé l'introduction que je suis en train de vous dire, j'en étais à la page 133, sur à peu près 401 pages, et j'avais déjà 1 million de choses à dire, 1 million de choses qui n'allaient pas, et je rajoute donc encore un point. Après avoir terminé le livre, je vais lire mes notes. J'ai mon ordinateur qui est juste ici, parce que j'ai un script qui fait à peu près 3000 mots, et que je n'ai pas pu tout apprendre par cœur parce que j'ai un travail à côté. Il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas très dark romance, mais, et c'est un point positif, j'adore les vampires, et je suis prête à leur passer beaucoup de choses juste parce qu'on se trouve dans un univers qui est imaginaire, dans un univers où les codes de notre société peuvent être un petit peu changés. Mais là, vraiment, il y a trop de choses pour que je passe outre. Et je vous préviens, hein, comme disent nos amis québécois, je vais totalement divulgacher l'histoire. Donc si vous voulez lire le bouquin pour vous faire votre propre avis, ne regardez pas ma vidéo parce que vraiment je vais vous spoiler tout ce qu'il y a là-dedans. Mais avant de commencer ça, j'ai un petit message à faire passer à ma nièce. Ma petite chérie, si tu regardes cette vidéo actuellement, arrête. Ce roman n'est pas adapté à ton âge et je vais évoquer des thèmes qui le sont encore moins. Donc merci d'être passé, mais vraiment fais-moi confiance, tu n'as pas envie et tu n'as pas besoin d'entendre ce que je vais dire. Maintenant, ce roman a été publié en 2018, ce qui fait qu'il date un peu puisque la dark romance est vraiment à son essor aujourd'hui. Il est d'abord né sur Wattpad, puisque effectivement c'était l'époque où tous les bouquins que vous avez lus qui ont été des best-sellers ont d'abord fait leurs armes sur cette application. Il s'agissait d'une fanfiction sur les One Direction. Voilà, de toute façon à l'époque c'était ça. Soit One Direction, soit Twilight. Au choix, on aurait pu croire que ça c'était Twilight et 50 nuances degrés One Direction, mais c'est l'inverse. 50 nuances degrés est une fanfiction Twilight, et Dark and Dangerous Love est une fanfiction One Direction. Molly Knight, dans sa bio, nous explique qu'elle est d'origine chinoise et qu'elle a appris l'anglais en lisant Twilight. Et donc elle prétend s'en être inspirée pour le roman. Alors là-dessus je ne peux rien dire, moi-même j'ai dit que j'avais écrit un bouquin en m'inspirant du résumé de ça. Et en fait en le lisant je me suis rendu compte que vraiment l'inspiration elle était très loin. Genre le seul truc qui m'a inspiré c'est qu'il y avait des vampires là-dedans. Et je pense que pour Molly Knight, ça a été pareil, il y a des vampires dans Twilight, je vais en mettre dans mon histoire. Parce que Twilight, c'est gentil. Ça, c'est une dark romance. Donc, on est vraiment très loin de Bella et Edward. C'est sombre, ça oui. C'est dangereux, je le confirme. Par contre, niveau love, vraiment, moi, je m'y retrouve pas. Petit traumavertissement, puisque moi, j'arrive pas du tout à prononcer la version anglophone. Cette chronique va parler d'attouchement, d'agression sexuelle, de viol, de tentatives de suicide et de violences diverses, tant physiques que psychologiques. On est donc sur une vraie bonne dark romance. Bien, alors, l'histoire se déroule au XXVe siècle, en 2438. La Terre est dominée par les vampires. Les humains ne sont plus que du bétail destiné à nourrir et amuser ces élites aux longues dents. Enfin, pas tous. Il reste quand même quelques grandes familles qui ont des noms historiques et qui, donc, ont encore un petit peu de pouvoir et notamment des serviteurs humains. Ils possèdent une certaine fortune, ils ont un peu de respect, ils peuvent inculquer une éducation à leurs enfants. C'est le cas notamment de la famille Blackburn, qui est donc la famille de notre chère héroïne. Elle s'appelle Evelyn. Elle a 16 ans et elle rêve d'une vie simple avec son chéri, Ethan, qui est lui aussi un humain de 2 ans
son aîné. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Lors d'une fête, Evelyn rencontre Atticus, le roi de ce qu'on appelle aujourd'hui la nation vampire, autrement dit la quasi-totalité du monde, à part l'Australie et l'Antarctique, puisque dans l'un, on ne retrouve que des humains, et dans l'autre que des pingouins. Atticus a grosso modo 3000 ans, et il tombe éperdument amoureux de notre jeune fille, et tout ce qu'il veut, c'est vivre avec elle. Pour ça, il pourrait la séduire, mais il préfère exiger qu'elle le rejoigne dans son palais pour vivre avec. Enfin, attention, quand elle aura 18 ans. Évidemment, ici, on respecte la majorité. Donc là, vous aurez peut-être déjà remarqué le problème. Contrairement à notre cher Edward de Cullen, le vampire de Twilight, qui a renoncé à son humanité quand il a été transformé et qui du coup la retrouve aux côtés de Bella, faisant donc de lui en fait à nouveau un adolescent comme s'il n'avait jamais grandi, là c'est pas le cas. Vraiment, Atticus est un adulte, d'accord. Atticus, il a déjà eu des femmes dans sa vie, il est déjà tombé amoureux avant Evelyn, il a bien conscience de ce qu'il est dangereux, qu'il est exigeant, qu'il est le roi. Il le sait, il sait qui il est et il sait très bien que ce qu'il demande en fait n'est pas du tout approprié. C'est un adulte mature, conscient d'être un adulte, conscient d'être mature et surtout conscient qu'il est beaucoup plus vieux que notre chère Evelyn. Le rapport de force dans ce bouquin ne s'exerce pas uniquement dans le statut social de nos deux personnages, mais aussi dans l'âge qu'ils ont en fait. On pourrait presque se réjouir à ce stade qu'il attende la majorité de l'héroïne pour l'épouser, mais c'est vraiment le seul truc positif qu'on peut lui accorder. Et encore, avoir 18 ans face à quelqu'un qui en a 3000, ça fait de toi un bébé, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est majeur en fait. Là, pour le coup, ça ne fonctionne pas, Atticus. Evelyn est une enfant. Même à 18 ans, elle reste une enfant et non, elle ne peut pas être avec toi. Atticus, c'est l'archétype du mâle alpha. Il est violent, il est possessif, il est manipulateur, il la prive de liberté, il la force à porter des vêtements qu'elle ne veut pas porter, même si elle admet qu'ils sont de très bonne qualité, et encore heureux, c'est le roi. Il l'isole de ses proches, puisque il ne veut pas qu'elle les voie. Il lui accorde, à un moment donné, quand il se rend compte qu'il va trop loin, il lui accorde 10 minutes par jour pour les appeler. C'est sympa, mais ça suffit pas, surtout quand on voit à quel point elle est en fait proche de sa famille. On est vraiment dans une relation abusive, qui est présentée comme une grande histoire d'amour passionnel. Ça se veut un peu la Belle et la Bête, mais pour le coup, autant la Bête change, autant là, Atticus, non. On a déjà vu en fait ce schéma dans Twilight ou dans 50 nuances de Grey notamment, mais ici c'est encore pire parce que Atticus ne respecte pas Evelyn, il la considère comme un objet qui lui appartient. Alors pourtant le récit tente de nous faire croire qu'au fond il l'aime et qu'elle finira par l'aimer aussi, c'est d'ailleurs un peu le but en fait, nous dire que elle peut le changer, vous voyez tout le côté bad boy, s'il avait été avec moi, moi je l'aurais changé, mais bon. Balayons un petit peu les autres personnages. Nous avons la famille Blackburn donc. Le père, Jonathan, qui a appris à ses deux filles à détester et à craindre les vampires. Enfin, ça c'est ce qu'il voudrait. Parce que son aînée, sa fille aînée, Nora, n'est pas du tout d'accord avec lui. Au contraire, elle se plaît dans ce monde de vampires et elle attend qu'une chose, c'est qu'un vampire la regarde. Alors que sa deuxième fille, Evelyn, notre héroïne, elle a compris. Elle a compris que les vampires sont dangereux et manipulateurs et méchants et cruels. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'Evelyn c'est sa petite préférée. Parce que oui, il a une fille préférée. Il y a également Lynette, qui est la maman, mais qui ne sert à rien. Genre vraiment, elle doit avoir 2 phrases dans tout le bouquin. Et on peut presque s'estimer heureux de connaître son nom à la dame. C'est presque comme si elle n'avait pas de relation avec ses filles. En fait, elle n'existe pas. Voilà, on est vraiment sur le patriarche qui mène sa famille. Et puis, bon, bah l'épouse qui a été là pour faire les gosses et qui maintenant sert plus vraiment à grand chose. Nora, la grande sœur,
Elle aime ce monde, elle rêve que d'une chose, c'est d'être repérée par un vampire et mener le train de vie qu'elle pense mériter. Sauf que voilà, le roi, lui, il s'intéresse à sa petite sœur. Et du coup, la jalousie s'empare de notre chère Nora qui commence à maltraiter sa petite sœur. Elle l'insulte, elle la provoque, elle s'éloigne d'elle, il y a même un moment où elle la traite de salope. On pourrait croire en fait que Nora est juste méchante et immature, mais en fait c'est pas le cas. Elle est mal aimée, cette pauvre Nora. Moi j'ai eu beaucoup d'empathie. En fait mon personnage préféré dans cette histoire c'est Nora. Parce que elle a une complexité et elle est montrée comme la méchante. Mais en fait même pas, elle est mal aimée. Ses parents préfèrent Evelyn, ça se voit, c'est dit dans le bouquin. C'est vraiment dit que ses parents préfèrent Evelyn. Franchement c'est horrible, elle a 18 ans. Elle vit entourée de vampires, son père voudrait qu'elle les déteste, et elle voit les vampires préférer sa petite sœur qui, elle, justement, n'en veut pas. Forcément que c'est difficile, et vous voulez la faire passer pour la méchante. C'est une gamine de 18 ans, qui n'est pas aimée par son père, qui est vraiment le rebut de sa famille. Alors non, c'est sûr, ça ne justifie pas la façon dont elle traite sa petite sœur, mais en fait ça permet de le comprendre aussi. Parce que on lui refuse tout ce qu'elle a toujours voulu et on la fait passer pour la méchante. C'est ça le pire. D'un côté, vraiment d'un côté, c'est la gentille, la douce, la pure Evelyn. Et de l'autre côté, la jalouse, la méchante, la mauvaise Nora. C'est un personnage qui m'a fait de la peine en fait, parce qu'elle est constamment rejetée. Et du coup, elle reproduit ce schéma sur sa petite sœur. Et tout le bouquin, tous les personnages sont contre elle. Genre vraiment, il y a littéralement un moment donné où un des vampires, qui lui aussi est censé être très âgé, demande à Evelyn « Mais pourquoi tu continues de défendre ta sœur? Elle est méchante, elle est pas sympa avec toi, enfin vraiment, je comprends pas, arrête de l'aimer quoi. » Mais en fait non, parce qu'il y a eu une époque où ces deux filles, elles étaient proches. Sauf que leur évolution a fait que Nora s'est rendue compte qu'elle était rejetée, qu'elle était mal aimée. Et c'est dur pour elle. Et vraiment, c'est un personnage que j'aurais aimé voir comme personnage principal de cette histoire, plutôt que comme Evelyn. Parce qu'Evelyn, c'est une adolescente de 16 ans, au moment où le récit commence, elle est vierge, et vraiment ça a une importance pour la suite. Elle vit dans une belle maison avec des serviteurs, elle a ses deux parents, elle a sa sœur, et puis elle est amoureuse, et cet amour est réciproque. Et elle s'imagine déjà cette vie aux côtés d'Ethan, son ami d'enfance. Et puis, lui aussi, en plus, est issu d'une famille notable, et tous les deux, ils peuvent avoir une belle vie, avoir de beaux enfants, être heureux, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est lors d'une soirée à laquelle ils sont tous les deux invités pour l'anniversaire de la cousine d'Evelyn que Atticus et Evelyn vont se rencontrer. C'est un moment où elle cherche un peu à s'éloigner de la foule, elle arrive sur le balcon, et là, caché dans l'ombre, il y a Atticus qui attend. Et lui, dès qu'il la voit, il tombe amoureux d'elle, il tombe amoureux de sa lumière, il tombe amoureux de sa démarche, de son élégance. En fait, il tombe amoureux de ce qu'elle dégage et de son physique. Il a même pas parlé avec elle à ce stade-là, qu'il est déjà en train de se dire « Cette gamine de 16 ans, elle est faite pour moi, c'est mon âme sœur ». Il décide donc de la faire sienne. Le lendemain de leur rencontre, il annonce officiellement et publiquement qu'Evelyn lui appartient et que quand elle aura 18 ans, elle le rejoindra dans son palais. En attendant, Evelyn ne doit parler à aucun homme, évidemment, puisqu'elle n'est qu'un objet soumise au désir de son maître. Classique, j'ai envie de dire. Le corps d'une femme n'est qu'un objet qu'on doit posséder, rien de plus. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'intelligence. Lui, ce qu'il veut, c'est sa lumière, son élégance. Je crois même pas qu'ils aient une conversation intéressante à un moment donné. Enfin, vraiment, c'est... Bon, bref. Donc, le roman nous présente un peu plusieurs ellipses, les années qui passent, on arrive aux 17 ans. Et le jour de ses 17 ans, Evelyn transgresse cette règle pour aller retrouver l'homme qu'elle aime, parce qu'elle, entre-temps, en fait, elle n'a pas arrêté d'aimer Ethan. Ils se retrouvent tous les deux sous leur cerisier, et ils s'embrassent, et ils commencent à se chatouiller, pour dire ça élégamment. Sorti de nulle part, Atticus attrape Ethan et l'envoie valser à l'autre bout du monde, puis
il attrape Evelyn pour l'empêcher d'aller rejoindre son mec, qu'il a envoyé valser à plusieurs mètres, et il commence à la tripoter. Rappelons donc qu'elle est encore mineure à ce moment-là. Et il lui fait bien comprendre qu'il va tuer ce garçon et qu'elle lui appartient. Le lendemain, Evelyn tente de se suicider. Elle essaye de sauter d'une falaise et au cours de sa chute, elle se rend compte qu'il y a peut-être encore de l'espoir. Elle crie et un vampire qui passait dans le coin, qui n'est autre que le meilleur ami d'Atticus et l'un de ses enfants, entre guillemets, puisqu'il a été créé par Atticus, vient la sauver. Il s'appelle Ansel, et lui aussi, étrangement, se sent attiré par notre chère Evelyn. Ça commence à faire beaucoup de vampires très âgés qui sont attirés par une gamine. C'est une enfant, Evelyn. Enfin bref, elle est douce, elle est gentille, elle est mignonne, et oh là là, elle brille, elle irradie. Enfin bref, vous avez compris. Il va vraiment falloir qu'on en parle. Des vampires attirés par des mineurs. Alors, je peux comprendre que c'est une trope qui revient beaucoup, mais quand le vampire a ce côté un peu adolescent, genre comme dans Twilight, j'ai presque envie de dire ça passe. Mais là, à quel moment ça peut passer? À quel moment c'est un fantasme de sortir avec un mec de plus vieux? Ok, enfin, même dans son apparence, c'est pas un adolescent. Dans son apparence, c'est un homme qui a au moins la trentaine. Enfin, il y a un moment où en fait, faut arrêter de romantiser ces écarts d'âge quand c'est sur des tranches aussi jeunes. On peut avoir 10 ou 20 ans d'écart, mais plus âgé. Pas à 16 ans, 17, 18 ans. Là, non, c'est un rapport de force. Et même si la loi vous dit qu'à 18 ans, on est majeur, machin, ça reste un rapport de force parce qu'à 18 ans, t'es majeur, mais t'es pas sorti de l'adolescence en fait. T'es pas devenu un adulte tout à coup. À 18 ans, t'as ton bac et tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. T'as pas encore eu vraiment toutes ces expériences, t'es encore un gamin. Donc là, ça me choque. Et là encore plus, puisqu'elle est mineure, je le rappelle, elle a 17 ans à ce moment-là de l'histoire. Reprenons. Evelyn passe son temps à tempêter, hurler, crier qu'elle ne veut pas de ce destin, et on la comprend. Elle fait des trucs qui lui auraient valu de se faire tuer, normalement, avec toute sa famille. C'est d'ailleurs son amour pour Ethan qui condamne ce dernier, puisque sa famille et lui est jugé pour trahison. Et ils ont été en fait jugés et Atticus, par bonté d'âme, les a libérés en prétendant que cela permettrait à Evelyn de l'aimer. Enfin, on reviendra là-dessus. Pour le procès donc, avant tout ça, pour le procès, le roi décide de venir au manoir des Blackburn, donc chez la famille d'Evelyn, et c'est une très mauvaise idée, puisque là il va carrément commettre une agression sexuelle sur Evelyn qui est toujours mineure. Et d'ailleurs, sa virginité attire beaucoup le roi. Elle est souvent décrite comme pure, innocente. C'est à vomir, vraiment. Atticus est vraiment dépeint comme un vampire cruel et colérique qui peine à gérer ses émotions. Il a un côté obscur qui justifierait ses actions. Ansel, qui je le rappelle a sauvé Evelyn, tente de lui faire comprendre qu'elle doit se soumettre. Vraiment, tous les autres personnages, ils tentent d'influencer Evelyn en lui demandant d'avoir de l'empathie pour son agresseur, sous prétexte qu'il souffre et qu'il est tout seul le pauvre. Excuse-nous, mais à un moment donné, si tu souffres, vois un psy. Ne commets pas d'agression sur les mineurs. Sur personne, d'ailleurs, s'il te plaît. Parce que c'est pas une excuse, ça ne sera jamais une excuse. La souffrance, c'est pas une excuse pour agresser les gens. 3 fois excuse, non. Et puis ça, c'est sans parler du fait qu'Atticus étrangle ou frappe Evelyn un nombre incalculable de fois, chaque fois qu'elle le provoque. Et d'ailleurs, Evelyn est presque plus dépeinte comme une gamine capricieuse que vraiment comme une victime de ce qui lui arrive. Et c'est vraiment compliqué à lire. Et ça, ce que je viens de vous raconter, c'est que les 130 premières pages... Je sais pas si vous réalisez le truc. Bon, on avance un petit peu. Le roi, dans l'optique de faire un mea culpa et de se faire aimer d'Evelyn, lui fait signer
un contrat dans lequel il assure qu'il n'aura jamais de relation sexuelle avec elle si elle ne le veut pas. J'attends de voir à quel moment il va rompre cette partie, puisque ce contrat précise que si jamais l'un ou l'autre rompt ce contrat, eh bien l'autre peut lui faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut aussi rompre ce contrat. Genre, je t'ai trompé, oui, mais tu m'as trompé avant, donc j'ai le droit. Ça, et de son côté, Evelyn ne doit pas avoir de relation physique ou mentale avec un autre homme qu'Atticus. Voilà, physique ou mentale. La queue qui est passée là derrière, c'est mon chien. Atticus promet également dans ce contrat de ne jamais tuer Ethan. C'est bien. Franchement, c'est sympa de sa part. Parce qu'il promet pas de pas lui faire de mal tout court. Parce que le paragraphe suivant, eh bien, c'est qu'Ethan, qui était censé avoir été relâché après le procès, eh bien, en fait, il est enfermé dans les geôles du château et il est torturé tous les jours par Atticus. C'est un homme bien, Atticus, hein, on a envie de tomber amoureuse de lui. On a ensuite un flashback qui ajoute un peu de malsain sur le malsain. On y voit Evelyn, qui a 10 ans à ce moment-là, qui est douce et innocente. Et en fait, dans certains dialogues, on a presque l'impression qu'elle a 5 ou 6 ans. Mais bon, hein, on n'est plus à ça près. Et Ethan, qui lui a 2 ans de plus qu'elle, et qui est déjà dépeint comme étant très mature et conscient de tous les problèmes de la société, et conscient que les vampires sont des méchants, que voilà, que c'est un monde cruel et sombre dans lequel il vit. Et lui, bah, il sent qu'il doit protéger Evelyn. Enfin, vraiment, il fallait qu'il soit plus vieux qu'elle, mentalement et physiquement, parce que la femme, elle est réduite à n'être qu'une enfant, à n'être qu'un objet qu'il faut protéger, un petit oisillon, une pauvre petite chose fragile. Pourquoi ils pouvaient pas avoir le même âge et plus ou moins la même mentalité? Non, pourquoi est-ce qu'il fallait forcément qu'Evelyn ait ce côté très innocent et que Ethan ce soit le mâle alpha protecteur? Parce que vraiment, ça là, c'est juste en fait du patriarcat intériorisé. C'est tout. Ensuite, non, c'est pas fini, hein, je suis qu'à la moitié là. Evelyn doit aller au palais, et pas de son plein gré, évidemment. Donc là, bah, elle se retrouve prisonnière d'Atticus, hein, on s'y attendait un peu, il lui propose un dîner aux chandelles pour essayer de la séduire, elle accepte, ça tourne mal comme à chaque fois qu'ils sont ensemble, Evelyn le provoque, Atticus tombe dedans et la violente. Quelques jours plus tard, elle se retrouve de nouveau en tête à tête avec lui, enfin je perds mes mots, parce qu'elle lui trouve des excuses. Mais évidemment, le pauvre chou, enfin, c'est pas sa faute. C'est qu'un homme après tout. Elle a de la peine pour lui, comme il pleure parce qu'il a une malédiction sur la tête qui justifie qu'il n'est plus maître de ses émotions. Et ben, elle se met à avoir de la compassion pour lui. Voilà. Alors à ce stade, elle ne sait pas qu'il torture Ethan dans son palais, hein, on est bien d'accord. Mais le mec l'a quand même déjà frappé plusieurs fois, il l'a agressé plusieurs fois mentalement et sexuellement et physiquement. Mais c'est quoi la morale? Qu'on peut agresser, frapper, violer, tant qu'on a une bonne excuse, ça passe? Oui, je l'ai fait, j'ai violé cette femme, mais vous comprenez, je suis seule. Bah non. Non, en fait, on comprend pas, non. Un autre truc qui m'a fait tiquer plusieurs fois, parce que bon, bah, quitte à être dedans, c'est la façon de parler des personnages. Alors ouais, je sais, on change totalement de sujet, mais on est quand même sur des personnages, à part Evelyn, qui sont censés être assez âgés. Les vampires, notamment Atticus, ont 3000 ans d'existence, et en fait, ils parlent de manière vachement inadaptée. Alors que moi, j'imaginais un truc un peu guindé, enfin, c'est le roi quand même. Il parle parfois comme un ado. J'ai presque, à un moment donné, je vous jure que j'aurais lu Wesh frère, ça m'aurait même pas surprise. En tout cas, ça, c'est un truc qui m'a perturbée. À un moment donné, Ethan parvient à s'échapper, et en fait, on découvre que son cousin, c'est un loup-garou, et qu'il y a des sorcières, et tout ce petit monde a décidé d'attaquer le palais, parce que oui, il y a encore des gens qui se rebellent contre la nation vampire. Donc il y a des humains qui se battent pour renverser la nation vampire, et d'ailleurs, bah, donc, comme je le disais, ils sont tous regroupés en Australie, qui est le seul endroit qui n'est pas gouverné par Atticus. Pendant cette bataille,
Ethan parvient à récupérer Evelyn, tous les deux s'enfuient ensemble. On découvre également un nouveau personnage qui s'appelle Venise. C'est une sorcière qui est à l'origine de la création des vampires. Je crois que je commence à parler un peu plus vite parce que j'ai envie d'expédier le truc. Atticus était amoureux d'elle à l'époque et d'ailleurs ils étaient ensemble à l'époque. Et c'est là où on a un dialogue lunaire qui nous apprend qu'en fait, Evelyn, à part la couleur de ses cheveux qui sont censés être noirs, mais là on dirait, là c'est plutôt violet. À part la couleur de ses cheveux et de ses yeux, c'est le portrait craché de Venise. Donc, le mec, Atticus là, lui, il n'est pas tombé amoureux d'Evelyn parce que c'est une femme à part entière. Il est tombé amoureux d'elle parce que c'est le portrait craché de son ex. C'est tout, en fait. Bref, on va plus se demander à quel point c'est malsain parce qu'en fait on le sait au bout d'un moment. J'essaye d'accélérer un peu, vous l'aurez remarqué, parce que c'est quand même assez répétitif, c'est pas très intéressant non plus. Et j'avoue qu'au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée. Et je l'ai écrit comme ça dans mon script, hein, et ça me saoule un peu. Evelyn et Ethan sont en fuite, mais ils sont rattrapés. Cette fois, du coup, comme elle a rompu son contrat, Atticus rompt le sien aussi, et il la viole. En bonne et due forme, hein, évidemment, il lui prend sa virginité de force. Voilà. Maintenant, il faut que je continue. Donc, le pire, après ça, parce que oui, ça peut être pire, tous les personnages continuent de demander à Evelyn d'être compréhensive, d'être gentille avec Atticus et d'apprendre à l'aimer. Parce que, ils lui ont déjà répété ça hein, tout au long du bouquin, qu'il fallait passer outre sa violence, qu'il fallait passer outre ses agressions, qu'elle apprendrait à l'aimer, qu'il pouvait lui offrir tout ce qu'elle rêvait. Fais un effort, aime-le, ce monstre, hein? Oh, tu fais pas d'effort aussi. Ils sont d'accord quand même de temps en temps pour dire que mais oui, je sais qu'il a abusé, mais bon quand même, il en reste pas moins que c'est à toi, ma chérie, de faire des efforts. En fait, ce bouquin, c'est un reflet de notre société actuelle. Voilà. C'est pas une dark romance, c'est un essai sur notre société. Un homme pédophile et violeur qui garde son poste et ses potes, et la seule vie détruite, c'est celle de l'enfant de 18 ans qui n'a rien demandé à la base et de qui on exige de faire plus attention. Atticus, lui, se fait passer pour une victime avec cette histoire de malédiction, et Evelyn est considérée par les autres personnages comme, même pas son âme sœur, mais son âme, la seule capable de pouvoir lui rendre sa part d'humanité. Mais quoi? Mais tuez-moi, je vous en prie, mais c'est pas possible d'écrire des trucs pareils. Ce roman m'a permis d'expérimenter l'expression « les bras m'en tombent ». Donc j'étais, vous savez, moitié assise, moitié allongée dans mon lit. Voilà. J'étais comme ça, j'étais en train de lire. Je vous le fais, je vous le schématise. Voilà. J'étais comme ça, en train de lire dans mon lit. Et d'un coup, vraiment, le passage que je lisais m'a fait tomber le bras. Mais comme ça, d'un coup. Vraiment, j'étais là, et puis... J'étais scotchée. J'ai pas d'autres mots. À la fin de l'histoire, notre chère Evelyn a droit à une semaine de vacances chez ses parents, où sa méchante sœur la traite super mal, et c'est triste, mais c'est pas étonnant. Pour rappel, Nora n'a que 20 ans à ce moment-là. C'est aussi encore une enfant, en fait, dans cet univers peuplé de créatures qui ont plus de plusieurs millénaires. On a des scènes où Atticus chiale parce qu'il a violé une gamine et qu'elle ne lui fera plus jamais confiance, mais c'est la faute à la malédiction. Hansel et Venise le plaignent, mais ils sont sympas, ils permettent à Ethan et Evelyn de se revoir parce que non, Atticus n'a pas tué Ethan, parce qu'il savait que Evelyn lui en voudrait encore plus et qu'il serait plus difficile de la conquérir. Donc Evelyn et Ethan se voient et font l'amour avant de se séparer. Et on termine ce roman sur le moment où Evelyn doit rentrer au palais auprès d'Atticus. Et j'en ai fini avec le scénario. Voilà. 401 pages, le machin quand même. 401 pages. J'ai pas les mots. Enfin si, j'en ai trouvé quand même 3000, hein, mais pour décrire à quel point c'est malsain et c'est dégueulasse. Mais tout dans cette histoire l'est. Le pitch de base est atroce.
Ajoutez à ça les scènes de violence, de viol, les agressions, mais comment voulez-vous qu'on ait envie d'imaginer une romance entre Atticus et Evelyn? À quel moment on est censé se dire « Oh ouais, ils vont trop bien ensemble !» C'est pas possible. C'est un monstre et il est jamais remis en question puisque c'est à la victime de toujours fournir des efforts. Je veux bien que ce soit de la dark romance, mais à un moment il y a des limites en fait. Et c'est sorti en 2018. C'est sorti avant que la dark romance soit aussi populaire. Alors oui, je sais que ça l'a toujours plus ou moins été. Mais là quand même, on peut pas romantiser le viol et les agressions. On peut pas romantiser le « tu m'appartiens » de manière aussi littérale que celle-là. C'est pas possible, en fait. Des adolescents, des adolescentes ont lu ceci. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'elles le lisent encore aujourd'hui, mais en fait, elles vont lire des romans qui sont pareils. Je veux dire, vous mettez n'importe quel titre de dark romance dessus, et en fait, ça revient au même. Mais des gamins, des gamines vont lire ça parce que l'héroïne a le même âge qu'elle. Et elles vont imaginer que c'est normal. Une adolescente qui aura subi des violences sexistes et sexuelles se dira que si son corps a aimé, bah c'est parce qu'elle a aimé au fond d'elle. Parce que personne lui aura expliqué en fait que c'est une réaction du corps normale et que ça veut pas dire qu'elle a aimé et que ça ne remet absolument pas en cause ce qu'elle a vécu. Non, elle le voulait pas, et non, c'est pas parce que ton corps a aimé que tu le voulais, et ça ne justifiera jamais rien. Ce genre de roman, je vais l'agiter dans tous les sens, mais c'est dangereux pour le lectorat, peu importe son âge. Même des femmes adultes pourraient tomber dans le panneau parce on n'est pas éduqué, on n'a pas d'éducation sexuelle, on n'a pas d'éducation sur le consentement. On peut pas écrire des choses pareilles. Il y a un minimum de prévention à faire quand même. Pitié, arrêtez de romantiser les violences. Écrivez de la dark romance si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de raconter des horreurs. Le roman s'appuie sur l'idée qu'un homme qui force une femme à l'aimer finit par réussir. C'est une trope qui est extrêmement toxique, surtout pour un public jeune. Et on entretient ici le fantasme dangereux selon lequel l'amour excuse tout, même les abus. Le mythe du bad boy qu'on peut changer, qui est déjà très problématique en soi, ici est poussé à l'extrême. Evelyn est en détresse, elle est terrorisée, et le roman nous vend ça comme un jeu de séduction. Un autre point qui est assez troublant, c'est cette fixette sur la virginité d'Evelyn. C'est un truc qu'on retrouve constamment, enfin assez régulièrement dans la romance, et notamment en dark romance, ça renforce une vision archaïque de la pureté féminine. Pourquoi cette obsession? Comme si le désir du héros était plus fort parce qu'elle est intacte. Ça, sont des mots qu'on retrouve notamment aujourd'hui chez les masculinistes. Le fait que la femme doit être pure, qu'elle n'a pas été souillée par d'autres hommes, c'est une manière insidieuse de renforcer l'idée qu'une femme perd de la valeur une fois qu'elle a eu des relations sexuelles avec quelqu'un. Non, en fait, non. Atticus, il a des milliers d'années et il s'intéresse à une jeune femme de 16 ans au début du roman. C'est très récurrent dans la lecture romantique, notamment avec des vampires. Enfin, quand il y a des créatures surnaturelles, cet écart d'âge est assez récurrent. On l'a vu, donc, comme je disais, dans Twilight, mais on peut le retrouver assez facilement parce que une créature qui aura vécu aussi longtemps et qui tombe amoureux d'un humain, ça va forcément jouer. Alors, ça me gêne moins quand l'humain en question a 25-30 ans. Là, non, en fait, juste non. Pourquoi ces immortels, ces êtres censés être hyper intelligents, évolués, s'éprennent-ils toujours de gamines inexpérimentées? Parce qu'elles sont plus faciles à manipuler. Et ça, je pense que ça revient aussi beaucoup chez beaucoup d'hommes. Une femme jeune qui n'aura pas eu d'expérience sexuelle
tu peux la modeler à ton image, tu peux la modeler comme tu veux. Parce que quand elles commencent à être plus âgées, qu'elles ont réfléchi, et ben là, en fait, tu te rends compte que ça les intéresse moins. Qu'elles deviennent des casse-couilles, comme ils disent. Mais non, en fait, c'est juste qu'ils peuvent pas les modeler à leur image. Ils ont pas une gentille femme soumise, parce que c'est ça qu'ils veulent, en fait. On pourrait défendre l'argument de c'est de la fiction. Ouais, mais la répétition de ce schéma dans la pop culture, ça pose question, en fait. On nous vend l'idée qu'un homme plus âgé et dominateur qui sait prendre une jeune fille naïve, c'est la norme, qu'on ne peut pas faire de romans autrement que dans ce sens-là. Et pourtant, ça a cartonné. 110 millions de lectures sur Wattpad, alors n'oublions pas aussi donc, que c'est un roman anglophone à l'origine, mais il s'est très bien vendu au-delà de ça, ce roman. Et pourquoi ? Parce que la dark romance exploite en fait à l'origine des fantasmes de domination et de danger sans remise en question la plupart du temps. Beaucoup de lectrices sont attirées par cette dynamique sans forcément réaliser à quel point elles sont toxiques. Et j'avoue que même moi en tant que lectrice, alors je suis pas une adepte de la dark romance, mais allez, un petit bad boy que l'amour peut changer, je dis pas non. Voilà, le tu m'appartiens, parfois, moi, bah, il me fait un peu frissonner. Mais là, non. Là, c'est juste toxique et c'est à vomir, en fait. Enfin, il y a une banalisation aussi, en quelque sorte, entre gros guillemets, du syndrome de Stockholm. L'idée que l'héroïne va finir par aimer son bourreau et que ça devient une belle histoire d'amour, c'est une tendance qui est très présente dans la littérature. La Belle et la Bête, typiquement. Voilà, après nous dans le Disney, bon la bête est quand même assez sympa, mais c'est peut-être quelque chose qui mériterait d'être déconstruit aujourd'hui. Je pourrais continuer encore longtemps sur l'impact de la dark romance dans notre société et la manière dont notre lectorat va changer en fait, et surtout pourquoi aujourd'hui, à l'heure actuelle en 2025, ça plaît autant. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, et il y a plein d'autres youtubeurs et youtubeuses littéraires qui en ont parlé, donc n'hésitez pas en fait à aller les voir aussi. Moi je vais terminer avec ce bouquin en vous parlant un peu du style de l'autrice, donc vraiment en me concentrant sur la forme pure et non le fond. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais j'ai trouvé que le style était assez pauvre au final. Il y a beaucoup de répétitions qui pourraient être évitées. On rentre jamais vraiment dans les sentiments des personnages, on les regarde un peu de loin comme si on était détaché, ce qui fait qu'on a des difficultés à vraiment s'identifier à eux. C'est vraiment décrit de manière très froide. On les regarde, c'est tout. Même dans une pièce de théâtre, on s'identifie, même dans un film, on s'identifie aux personnages, on s'attache à eux, on est empathique. Là, même pas quoi. Pour moi, ça manque de profondeur, en fait. Le thème phare du premier tome, c'est la liberté. C'est... Evelyn le répète à qui mieux mieux, elle souhaite être libre, sans cage, même dorée. Mais à un moment donné, on a juste envie de la secouer et de lui dire de se battre, même avant les abus qu'elle a subis, même juste la première fois qu'elle apprend qu'elle va devoir rejoindre Atticus, et qu'elle ne fait rien à part hurler, on a juste envie de lui dire de se battre, fais quelque chose. Mais non, elle ne peut pas prendre son propre destin en main parce que c'est une femme. C'est un peu le message du roman en fait. C'est un truc qu'on retrouve dedans. Les hommes sont mentionnés et désignés comme des hommes. Les femmes, même adultes, sont désignées sous le terme de filles. On les réduit le plus possible. C'est une femme qui a écrit ce bouquin, d'accord ? Evelyn ne peut qu'attendre qu'on la sauve, qu'on l'extirpe du mauvais pas dans lequel elle se trouve. Elle ne vaut pas mieux qu'une poupée de chiffon qu'on manipulerait à sa guise, parce qu'elle prend jamais d'initiative en fait. Enfin, vraiment, elle se laisse porter par tout le monde. Et tant qu'on est sur les répétitions, même si en fait on s'en est largement éloigné, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de scènes qui se répétaient. Les mêmes scènes, les mêmes schémas. Alors d'un côté, ça peut nous montrer qu'en fait Atticus n'évolue jamais.
Mais ça, ce serait bien si Atticus était vraiment montré comme un méchant, comme un personnage qui n'a pas vocation à vraiment être avec l'héroïne. Parce que là, c'est pas le cas. On revit les mêmes scènes, c'est un jour sans fin. Il y a quelques petits éclairs d'action qui viennent de temps en temps nous réveiller un peu. Mais ils sont trop courts. Ils sont pas assez nombreux. Et j'ai vraiment eu parfois la sensation de lire les mêmes passages en boucle. L'univers est à peine développé, alors sur la fin, on commence à parler un peu de la création des vampires, du monde, etc. Mais c'est quand même balayé assez vite. Alors après, je comprends. C'est une dark romance, donc on se concentre sur les personnages et leurs relations plutôt que sur l'univers, mais dans ce cas, il aurait suffi de faire une romance basique et... Enfin, basique. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait suffi de faire une romance qui ne se situe pas dans un monde surnaturel, dans lequel on essaye de mettre des enjeux tels que la rébellion, parce que là, on essaye de nous présenter la nation vampire comme une dystopie, avec des rebelles, des gens qui veulent changer le monde et tout. Mais bon, on s'en fout un peu, en fait. Enfin... Ils sont pas plus présents que ça. Alors qu'on est sur le thème de la liberté, quand même. On pourrait être sur... aller plus loin là-dessus, mais... c'est pas le cas. Genre l'attaque contre le palais, on n'a jamais vraiment les répercussions du truc. On sait pas, hein, les rebelles, ce qu'il est advenu d'eux, combien de vampires sont morts, enfin... On sait pas, en fait, on n'a jamais vraiment eu la fin de ça. En revanche, un autre point, le roman est écrit à la troisième personne, d'un point de vue donc omniscient, ce qui nous permet d'avoir les points de vue de différents personnages. Pour le coup, c'est quelque chose que je salue, parce que même en 2018, c'était pas forcément ce qui se faisait pour la romance. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est pire que tout. Je vais pas mentir, hein, parce que moi aussi j'écris à la première personne la plupart de mes romans, mais aujourd'hui c'est assez difficile, j'ai l'impression de trouver des romans écrits à la troisième personne, surtout quand on est dans la romance. Même si on peut plonger dans la tête de plusieurs personnages, donc entre guillemets avoir un point de vue omniscient, ce sera quand même à la première personne avec un chapitre dans la tête du personnage A et un chapitre dans la tête du personnage B par exemple. Donc c'est un bon point que je peux accorder à Molly Knight. Après, le fait de plonger dans la tête de tous les personnages ne nous aide pas plus à les apprécier ou à les excuser. À la fin de l'histoire, enfin, quand j'ai fini de le lire, j'ai effectué quelques recherches, mais j'ai rien trouvé sur Molly Knight. En tout cas, ce nom de plume-là n'a rien écrit d'autre que Dark and Dangerous Love. Alors je ne sais pas si elle a écrit sous un autre nom ou pas, mais en tout cas moi j'ai rien trouvé là-dessus. Je crois que vous aurez deviné que je suis pas une grande fan de ce bouquin. Bon clairement, je vous le recommande pas, ne lisez pas ça. Arrêtez de romantiser les violences faites aux femmes, faites aux hommes, faites à tout le monde. Arrêtez de romantiser les violences sexistes et sexuelles. Qu'elles soient faites envers les hommes, envers les femmes, envers les personnes non binaires. Vraiment, vous pouvez en parler, vous pouvez créer des personnages complexes qui ont un vécu en rapport avec ça, mais pas faire tomber... Enfin, pas ce genre de trope, pitié. Arrêtez de romantiser les violences, je vous en supplie. Alors moi j'ai trouvé... Du coup je me suis dit... J'ai hésité. Au début je m'étais dit que j'achèterais les suites, puisque c'est une trilogie. Que j'achèterais le tome 2 et 3 sur Le Bon Coin ou Vinted et que je les lirais et que je ferais une vidéo pour le tome 2 et une pour le tome 3. J'ai réfléchi, je me suis dit que j'allais pas le faire parce que ce serait quand même si c'était pas cher, ce serait quand même dépenser de l'argent pour acheter une suite de bouquins que j'ai pas aimé. Puis je me suis baladée dans un magasin qui s'appelle Noz qui fait du déstockage et j'ai trouvé le tome 3. Alors là, vous voyez un 5 affiché en gros, mais c'est pas le prix. Hein. Moi, je l'ai trouvé à 2,50. Donc je l'ai acheté. Je me suis dit, il me poursuit ce bouquin, donc voilà. Sauf que c'est le tome 3. Donc il me manque un tome entre les deux. J'ai maintenant le tome 3, ce qui fait qu'il faudra bien que je trouve le tome 2. Et alors, peut-être pas pour vous, parce que je sais pas si j'aurai la foi de refaire une vidéo à ce sujet, mais en tout cas pour la science et pour moi, je lirai quand même le tome 2 et le tome 3 afin de savoir si notre chère Evelyne va finir avec Ethan, son amour de jeunesse,
Ansel, le vampire qui est amoureux d'elle, on comprend pas trop pourquoi et qui est pas non plus hyper présent dans sa vie, ou Atticus, le méchant et cruel roi vampire. Ne me spoilez pas si vous l'avez lu, vraiment, s'il vous plaît, soyez sympa, laissez-moi découvrir. Pitié, sauvez-moi. Je pense que vous aurez compris mon avis sur la dark romance, en tout cas sur les problématiques liées à ce genre, et pourquoi il faut faire attention à ce qu'on normalise en littérature. Il y a eu un gros débat récemment sur Bookstagram, sur Thread, pour savoir si la littérature est politique. Oui, elle l'est. Ça, elle l'a toujours été. C'est encore plus vrai aujourd'hui où des livres sont censurés aux États-Unis. Ça a toujours été le cas dans la montée des extrêmes au pouvoir, notamment la montée de l'extrême droite. Les livres qu'on brûle en autodafé, aujourd'hui, plus que jamais, la littérature est politique. Alors faites attention à ce que vous lisez et faites attention aussi à ce que vous écrivez. Vous pouvez, si vous voulez, vous glisser dans les commentaires et me recommander de nouvelles lectures. Peut-être me recommander des dark romances qui ne sont pas problématiques. En tout cas, pas autant que celle-là. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de Dark and Dangerous Love si vous l'avez lu. Et sans me spoiler, je le répète, mais je veux garder les mauvaises surprises jusqu'au bout. Vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air pour m'indiquer si vous avez aimé la vidéo sans être obligé de me le dire. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. On parlera lecture, écriture, monde littéraire en règle générale. Je vous promets pas d'être régulière, mais ça vous coûte rien. Et une fois de temps en temps, vous verrez ma tête apparaître dans vos notifications. Quant à moi, je vous salue et je vous remercie de m'avoir accompagnée jusque-là.